Aujourd'hui, c'est mardi. Vous êtes donc bien sur Radio Grenelle. Pour votre santé, pensez à vous abonner. Je serai la voix du Dendrobat Doctor et nous sommes ensemble pour faire l'état de la recherche sur l'épidémie de Covid-19. On a maintenant un Tipeee. Puisque certains d'entre vous avaient demandé plusieurs fois comment compenser le temps passé sur ce format, rejoignez-nous sur Tipeee. Vous trouverez le lien en description. Bienvenue à tous sur l'écho des labos. Fake de la semaine. Quand il y en a plus, il y en a encore, pourrait-on se dire. Quelques-uns parmi vous m'ont fait part de leur inquiétude face au nouveau documentaire surfant sur les théories du complot liées au Covid. Mais contrairement à Hold Up, qui demandait un travail dantesque de recherche bibliographique parce qu'il partait dans tous les sens, tableau truqué, article de loi inexistant, accusation de corruption, orchestré par l'extrême droite, études frauduleuses, témoignages tronqués, il y en avait partout. Mais la liste est longue, cette chanson aussi. Et Maltraité, c'est le nom du documentaire, repose sur un principe simple et relativement facile à démontrer. Déjà, il part du principe que l'épidémie existe et qu'elle est grave, ce qui nous enlève une bonne partie du complot délirant de son grand frère. Il se concentre simplement sur le fait que des traitements efficaces existent et qu'ils ont été dissimulés à des fins mercantiles. Et ça, c'est beaucoup plus simple à gérer. Parce que rien n'est sourcé. Pas une étude qui ne tienne la route, pas une méta-analyse solide, un peu d'appel à la nature en plus. Un des remèdes est naturel. Donc, selon eux, forcément mieux. Pour rappel, la ciguë aussi est naturelle. Et à une époque, on s'en servait pour guérir ceux qui parlaient trop. Vous demanderez à Socrate ce qu'il en pense. Donc, pas de panique. On est là sur du bon fake classique, bien opportuniste. La boîte de production a été montée en août 2020, pour tout vous dire. Et j'ai même espoir qu'à force de films sensationnalistes complotistes, mais contradictoires entre eux, le grand public finisse par apprendre à en voir les ficelles. Découverte de la semaine. Alors c'est pas précisément une découverte, mais ça fait un moment qu'on me pose des questions dessus et donc je profite de l'occasion du lancement d'une étude sur le sujet pour faire un point dessus. Que sait-on des Covid longs ? Est-ce que c'est fréquent ? Oui. On estime que 9 patients sur 10 sortant de réanimation souffriraient de séquelles longues. Dans leur cas, elles sont attribuées aux dégâts causés par la phase aiguë de la maladie. Pour ce qui est des personnes n'ayant pas eu besoin d'être hospitalisées, on dispose de peu de données. Mais une petite étude disponible en description menée aux îles Féroé, oui c'est très petit mais on fait avec ce qu'on a, montre que plus de 53% des patients présentent encore un ou plusieurs symptômes 125 jours après le début de la maladie. Combien de temps cela dure ? On n'en sait rien. L'étude danoise parle de plus de 4 mois pour passer de 4,4 à 46,7% de personnes sans symptômes. On ne serait donc pas surpris d'apprendre qu'il faut bien 6 mois voire 1 an à ceux ayant eu des Covid peu intenses pour voir un vrai retour à la normale. Dans le cas de ceux qui souffrent de séquelles de phase aiguë, elle pourrait bien être définitive, la phase aiguë ayant occasionné une destruction des tissus. Comment ça se manifeste ? Un peu comme ça veut. Une étude participative chapeautée par l'APHP et disponible en description a recensé une cinquantaine de symptômes allant des troubles de la concentration aux difficultés respiratoires, en passant par la perte de cheveux et des acouphènes. Le trio le plus présent semble toutefois être une très grande fatigue accompagnée de troubles cognitifs, mauvaise concentration, perte de mémoire, etc. Des troubles du goût et de l'odorat, ainsi que des douleurs articulaires. Pourquoi c'est grave ? Parce que les dégâts d'une maladie ne se mesurent pas que au nombre de gens qu'elle tue, mais également à ceux qu'elle diminue, affaiblit ou invalide. Quand on sait que la maladie se répand particulièrement bien chez les actifs, même s'ils s'en sortent bien, le spectre d'avoir toute une classe d'âge de forces vives grandement diminuée doit alerter. Est-ce que quelqu'un se penche sur ce sujet ? Oui. Le centre hospitalier de Tourcoing, les Hauts-de-France étant particulièrement touchés par le virus, lance une étude appelée Cocolate. Cocolate. Non mais vraiment ça va pas être possible là. Cocolate donc vise à lever le voile sur les causes exactes de la maladie. Toutes les hypothèses, depuis la somatisation liée à l'anxiété jusqu'aux dégâts vasculaires, en passant par une réactivation du virus toujours présent, seront examinées, en privilégiant celles déjà pointées comme probables par une autre étude, dispo sur sciencedirect.com. Est-ce qu'on a un traitement ? Je vais botter en touche car, à ma connaissance, il n'y en a pas. Mais
Un lecteur attentionné s'est souvenu que certains parmi vous, touchés par cette maladie, posaient des questions et a souhaité que je leur fasse part de cette étude en cours qu'il a trouvée, chapeautée par l'Université libre de Bruxelles et qui s'intéresse à la stimulation du nerf vague dans le processus de guérison. Aïe, mais l'étude, elle est... Calme-toi, l'étude, elle est en description. Je la partage car l'Université libre de Bruxelles est une université très sérieuse. Mais je vous incite quand même à la prudence. L'épidémie nous a bien appris qu'il fallait se méfier des faux espoirs. Piste de la semaine. Génétique. Nous ne sommes pas tous égaux face à la maladie en général. Et le Covid ne fait pas exception. Des chercheurs ont ainsi identifié 8 séquences génétiques communes aux malades, développant des formes graves. Elles seraient impliquées dans la réaction immunitaire et 2 gènes en particulier sont identifiés comme codant la réponse inflammatoire. Agir sur eux permettrait de diminuer la gravité de la maladie, D'autant plus qu'un médicament déjà sur le marché est connu pour les inhiber. La source est signée nature.com. Molnupiravir. Molnupiravir. Cet antiviral donnerait de bons résultats chez l'animal pour bloquer la transmission du virus dans une étude réalisée chez les furets. L'étude est disponible sur lesforêts.com? Non, elle n'est pas disponible là-bas. Pourquoi les furets ? Qui a filé une guitare à ce gamin? Parce qu'ils sont sensibles au SARS-CoV-2 comme les humains et comme les visons, dont ils sont cousins. Et qui ont durement payé le fait de pouvoir être porteurs. De plus, cette famille ayant été l'intermédiaire entre la chauve-souris et l'humain pour un autre coronavirus, Celui à l'origine du SRAS, de bons espoirs existent que les résultats soient transposables. la source est aussi signée nature.com. Attention toutefois, il faudra attendre des essais sur l'humain pour être sûr que ça fonctionne. On a eu notre dose de remède miracle. Impasse de la semaine. Vaccin chinois. Le Pérou a annoncé qu'il suspendait les essais cliniques menés sur son sol pour le candidat vaccin de Sinopharm. Le temps d'investiguer des problèmes neurologiques. Un des participants a développé ce qui semble être un syndrome de Guillain-Barré. Une affection rare dans laquelle le système immunitaire attaque le système nerveux périphérique. La source nous vient de l'Institut national de la santé du Pérou. Effet secondaire. Vous vous souvenez de quand j'ai relayé les paroles des experts disant qu'il fallait vraiment communiquer sur les effets secondaires pour éviter la défiance vaccinale ? Eh ben voilà, on y est. Quelques jours après le lancement de la campagne de vaccination au Royaume-Uni, quelques effets secondaires commencent à pointer leur nez. Ce qui est surprenant, c'est que 2 d'entre eux sont des chocs anaphylactiques. Des allergies graves apparues chez des patients ayant déjà des antécédents d'allergie. Or, ce type de patient avait été exclu des essais de Pfizer. Justement pour éviter ce type d'effet secondaire. On comprend mal pourquoi les autorités britanniques n'ont pas répété cette précaution. Du moins à l'origine, c'est maintenant chose faite. Un autre effet secondaire, cette fois apparu dans les rapports de tests qui commencent à être publics, sont 4 cas de paralysie de Bell. Il s'agit d'une réaction neurologique probablement due à une infection virale. L'herpès semble particulièrement lié. Le vaccin ne serait pas en cause car l'incidence de la cohorte ne dépasse pas celle attendue dans la population générale. Pfizer l'a toutefois mentionné quand même, au cas où, pour la surveillance. Bien entendu, les alarmistes de service en font leur chou gras, présentant cela comme une complication grave. Alors, on va poser la chose. Non. Non. La paralysie de Bell n'est pas grave. Elle régresse spontanément ou à l'aide de corticoïdes en quelques jours ou quelques semaines. Et ne laisse généralement aucune trace. Pour vous dire, le Dendrobat Doctor l'a eu en étant ado. Et le plus pénible dans tout ça, ça a été la soirée passée aux urgences, Avec sa mère, à penser qu'elle faisait un AVC. c'est pénible. Mais ce n'est pas grave. Mauvaise nouvelle de la semaine. Déconfinement. Les chiffres ne sont pas aussi bons qu'espérés et le déconfinement ne pourra être que partiel pour l'instant. D'autant plus qu'un rebond est prévu après les fêtes. Au vu des courbes de contamination, il ne fait aucun doute que cette remontée est due à la réouverture des commerces dits non essentiels, il y a 2 semaines. Alors que les comparaisons avec la semaine 49 montraient une amélioration sur les décès, Passage d'un mort toutes les 4 minutes à un mort toutes les 5 minutes. ils montrent un plateau dans les hospitalisations. Une hospitalisation toutes les 1 minute 15 et une entrée en réanimation toutes les 8 minutes. Ainsi qu'une aggravation dans les contaminations. On passe de 1 cas toutes les 8 secondes à 1 cas toutes les 6 secondes. Un schéma qui est cohérent avec les courbes de développement de la maladie chez les patients. Et que vous trouverez sur Santé publique France. Bonne nouvelle de la semaine.
Écologie. Le ralentissement de l'activité humaine S'il plombe l'économie, permet une respiration en matière d'écologie. Le bilan du Global Carbon Project disponible sur leur site, montre que sur l'année 2020, la production de CO2 a chuté de 7%. du jamais vu depuis le début de l'ère industrielle. C'est aussi un avertissement sévère sur les efforts qu'il va falloir faire pour ne pas subir, dans quelques années, une catastrophe écologique d'encore plus grande ampleur. Qu'est-ce que putain de quoi? A-t-on interné Fourtillant pour le faire taire? Vous ne savez pas qui est Fourtillant ? Puisse le monstre en spaghetti volant bénir votre âme innocente. Il est l'un des médecins qui apparaît dans Hold Up, fer de lance des antivax et mystique à 16 heures. L'homme a bel et bien été interné en institution psychiatrique et a déjà ses soutiens se mobilisant pour obtenir sa libération. C'est-à-dire qu'ils harcèlent tous l'hôpital et saturent la messagerie du médecin-chef d'appels malveillants. En espérant qu'ils craqueront sous l'effet du chantage. Charmante méthode. Mais au risque de décevoir ses adeptes, quand bien même l'hôpital le ferait sortir, il ne serait pas libéré et retournerait immédiatement à la case prison. En effet, Fourtillant n'est pas passé de son domicile à l'hôpital. Il a été interné, car le médecin du centre a estimé son état psychiatrique incompatible avec la détention provisoire dont il faisait l'objet depuis le 7 décembre. Et là, je vais encore décevoir les complotistes. Non, il n'a pas été embastillé pour le réduire au silence. Il a été arrêté en raison d'un mandat d'amener qui fait suite à une affaire datant de 2019 dans laquelle il est poursuivi pour avoir administré lors d'essais cliniques sauvages Et non déclarés, mais financés par le fonds Josepha, une structure coprésidée par Henri Joyeux, que le monde est petit. des substances non contrôlées à plus de 350 patients vulnérables qui ne pouvaient pas donner leur consentement éclairé. Car ils étaient atteints d'Alzheimer et de Parkinson. Tout ça parce que Dieu lui aurait dit qu'il allait les guérir comme ça. Des faits qui lui valent d'être à l'heure actuelle poursuivi par l'ordre des médecins pour charlatanisme. Une instruction pour escroquerie est également ouverte car les patchs de substances étaient vendus jusqu'à 1500 € à certains patients. Retrouvez quelques sources journalistiques qui avaient couvert l'affaire de l'époque en description. Donc, désolé, pas encore de grand martyr pour ce coup-là. Juste un homme coupable de grave maltraitance sur des personnes fragiles, à qui on accorde tout de même le droit à des soins adéquats. Point méthode de la semaine. Comment faire des recherches sur une question scientifique? Étude de cas. Aujourd'hui, je vais vous raconter Avec sources et méthodes, comment j'ai passé beaucoup de temps cette semaine à vérifier un point d'information après que quelqu'un ait affirmé que je me gourais complètement quand je disais que les cellules qui produisaient des protéines spike dans le cadre des vaccins ARN se faisaient attaquer par le système immunitaire. avant tout travail, il faut cerner clairement la question qu'on se pose. Ici, la question est: Le vaccin ARN conduit-il à la mort des cellules qui expriment la protéine codée par le bout d'ARN qu'on injecte? avant de passer des heures en vérification, il faut se demander quelle bonne raison on a de penser qu'on a raison, Donc de prendre le temps de faire les recherches. plutôt que de se dire qu'on a tort et de corriger en conséquence. Déjà, est-ce que la personne en face apporte des sources contradictoires convaincantes? Parce que ça aurait le mérite de clore le débat très vite. Bon, là c'était pas le cas, Donc j'allais devoir me débrouiller toute seule. donc deux choses incitaient mon rasoir d'Occam personnel à trancher en ma faveur. Petit 1. N'étant pas spécialiste, c'était quelqu'un d'autre qui me l'avait expliqué, quelqu'un que je connais et dont je sais qu'il est compétent dans ce domaine. Donc, entre le croire lui et un inconnu sur internet dont je ne connais pas les diplômes, j'ai appris plus tard que la personne en question avait visiblement fait des études en biologie. Mais c'était plus tard, et ça ne me disait pas quoi comme étude spécifiquement. Donc, ne hâtez jamais votre jugement. Mais je penchais quand même pour mon ami. La seconde raison était historique. La technique utilisée pour les vaccins ARN n'était pas à l'origine pensée pour des vaccins. Mais pour des thérapies génétiques, en particulier contre le cancer. Le principe même de cette technologie, Ce pourquoi elle avait été créée, c'était d'obliger le système immunitaire à s'attaquer à des cellules qu'il laisse tranquilles en temps normal. le principe d'un cancer, ce sont des cellules défaillantes qui devraient être détruites par notre système immunitaire, mais qui passent sous le radar. De fait, on filait aux cellules cibles un bout de n'importe quoi de codant, Il existe des techniques à ARN, mais aussi à vecteur viral ou à ADN. pour qu'elles le produisent et se signalent ainsi au système immunitaire qui entre en action et les détruit. Donc il me semblait cohérent que le même mécanisme soit toujours à l'œuvre dans le vaccin. Ensuite, je me suis heurté à un biais de taille. Si je sais très bien rechercher des sources fiables, elles sont dans l'immense majorité des cas en anglais. Or,
sur un sujet aussi loin de mon domaine de compétences, Et même en ayant des bases solides, et même en ayant eu des explications par un collègue, il m'était impossible de comprendre quoi que ce soit. en gérant en plus la barrière de la langue. Heureusement, il est toujours possible de se tourner vers HAL, la base de données des archives ouvertes des thèses. Et quand les Français font une thèse, ils la font souvent en français. Bon, par contre, on peut pas faire des recherches par mots-clés dans le doc, donc il faut se taper minimum 200 pages de PDF, mais bon, on n'a rien sans rien. Du coup, pour répondre à la question Le vaccin ARN conduit-il à la mort des cellules qui expriment la protéine codée par le bout d'ARN qu'on injecte ? on va décomposer en sous-questions. Comment la protéine produite par la cellule via le bout d'ARN est-elle présentée ? C'est-à-dire, comment le système immunitaire est averti de sa présence ? Alors ça c'est facile, j'avais déjà des sources extérieures qui m'avaient été filées et je vous les mets en description. Elle est produite et présentée via le cytosol dans la cellule. Ce qui veut dire qu'elle ne rentre jamais dans le noyau. Voilà, je le précise au passage. Quand elles sont produites, Attention, je vais vulgariser à mort. Sinon c'est incompréhensible. la cellule elle-même analyse ce qu'elle vient de produire grâce à une sorte de lecteur qui permet de faire la différence entre pas à moi ou à moi. Et là ça coche pas à moi. Comment le système immunitaire réagit-il à cette présentation ? Bénis soient les thésards qui font des figures claires dans leurs thèses. Car du coup, ça permet de savoir que, en cas de présentation via le cytosol de la cellule, la conséquence est dans l'immense majorité des cas, la mort cellulaire. On voit ça sur la figure 6 de la source 1. On pourrait s'arrêter là, On a répondu à notre question. mais c'est un peu court, jeune homme, donc on va pousser plus loin en somme et chercher à comprendre comment la mort cellulaire survient. Eh bien, ça dépend de qui, dans le système immunitaire, répond en premier à l'appel de la cellule. Chef, il y a un truc pas à nous, dans nous. Vous savez, moi ça m'a jamais dérangé. Et attention, je vais encore beaucoup vulgariser. Et si vous êtes pas content, c'est pareil, c'est une chaîne de vulgarisation ici, ok ? Si c'est un lymphocyte T spécialisé, deux possibilités. Soit on est au tout début de la production de protéines, Celle-là, il connaît pas, il touche pas. soit on est vers la fin et l'alerte a déjà commencé à être donnée. Celle-là, il connaît, il détruit la cellule qu'il croit infectée par le truc muche bizarre. Le truc muche, c'est la protéine que la cellule produit en lisant l'ARN du virus. Oui, bah c'est un truc muche quoi. En fait, ce qui compte, ce n'est pas que la cellule soit réellement infectée ou non. Le lymphocyte T, il en sait rien. Ce qui compte, c'est qu'elle exprime un antigène dont on lui a dit que c'était un ennemi. Vous trouverez ça dans la section 3.6.1 de la source numéro 2. Si c'est un lymphocyte T naïf, Oh, tout comme moi. Bah, c'est surtout qu'il n'est pas spécialisé en fait. il va venir triturer la protéine pour apprendre à l'identifier. Et probablement que derrière il bute la cellule pour faire bonne mesure, mais bon, là j'ai un doute. Si c'est une cellule dendritique, elle va faire venir une copie de la protéine, puis se barre pour aller présenter aux autres lymphocytes T naïfs, Ainsi qu'aux autres cellules immunitaires. en leur disant Il y a ce truc louche qui se balade. Va buter les cellules qui le portent. On sait jamais. et probablement que la cellule meurt derrière. Derrière un café ou une pizzeria. Enfin, si c'est une cellule de l'immunité innée dite NK, la cellule meurt. NK n'apprend pas. NK s'en fout. NK fait du contrôle faciès, et si ça a une tête qui lui revient pas, NK tue. C'est d'ailleurs la principale crainte liée à ce type de vaccin. Rendre NK parano et déclencher une réponse auto-immune massive. Là, j'ai triché pour la source. On me l'a filé parce que c'est en anglais, mais elle explique super bien. Y compris pour d'autres trucs que j'ai racontés avant. Vous la retrouverez en description. Une fois la cellule tuée, les macrophages débarquent et participent à leur tour, en la digérant, à récupérer des bouts de protéines chelous pour construire l'immunité. Les sources sont en description. Pour une fois qu'il dit un truc intelligent, lui. Alors, à la question Le vaccin ARN conduit-il à la mort des cellules qui expriment la protéine codée par le bout d'ARN qu'on injecte, la réponse est oui. dans l'immense majorité des cas? Et là, vous allez me dire, Mais pourquoi tu dis que tu y as passé beaucoup trop de temps? C'est super intéressant quand même. certes, mais j'aurais attendu quelques heures de plus et je serais tombé sur cette vidéo de Rob, Jeune biologiste spécialiste de l'ARN, qui explique tout ça en 2 minutes 30 sur Instagram. Ouais, même pour les vulgarisateurs, la vulga c'est important. En espérant avoir pu apporter un peu de lumière dans le chaos ambiant, je rends l'antenne et on y retourne la semaine prochaine car l'épidémie ne se termine pas avec le confinement. En attendant, prenez soin de vous et des chercheurs qui bossent dur et autant que possible, restez chez vous. des gros bisous. Bisous!